Merci Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Un sujet simple, le futur des matériaux devant une assemblée pareille, c'était vraiment un exercice de style. Je vous remercie néanmoins de m'avoir donné la parole à cette occasion. Le futur des matériaux. Alors, je voudrais juste commencer par revenir sur cette notion de material science and engineering, qui est quelque chose qui montre que finalement, pour réfléchir au futur des matériaux, on a besoin de parler de méthode. Et on se reconnaît dans la communauté des plasmiciens à laquelle j'appartiens de temps en temps quand je fais pas de l'administration en tant que chercheur. Je suis amené à devoir m'intéresser à des matériaux en contact avec des plasmas. Et il est incroyable de constater quel est le nombre de fois où l'aluminium ne fond pas à 1500 degrés dans ces communautés-là. Ce qui fait qu'on se regarde un peu entre nous comme ça, entre gens des matériaux, pour cligner de l'œil entre nous. Et finalement, ça crée une communauté, je pense, qui explique un petit peu que c'est un tout en soi, la science des matériaux avec le génie des procédés. Donc on fait partie, je pense, d'une communauté qui ici est parfaitement représentée. Et donc ça me donne l'occasion de commencer par parler de la palette des artistes, parce que évidemment on commence avec le tableau de Mendeleïev. Ce qui est quand même formidable dans ce tableau, c'est que on a poursuivi le travail de l'univers qui s'était arrêté quelque part vers le Curium, et les chercheurs ont réussi à fabriquer des matériaux que l'univers n'avait pas fabriqués. Et comme ce sont des vrais magiciens, non seulement ils font apparaître les éléments, mais ils les font aussi disparaître. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui ont disparu du tableau de Mendeleïev. On n'arrive plus à les obtenir aujourd'hui. Alors pas au sens géologique du terme, hein, parce qu'on peut toujours aller chercher un peu d'iridium quelque part dans la croûte terrestre, mais bon, le bilan énergétique pour faire ça aujourd'hui est assez catastrophique, donc on ne le fait pas. Et donc la question qui se pose, c'est avec tous ces éléments-là, est-ce que je peux comment faire n'importe quoi? Alors ça arrive, hein, mais je peux pas toujours mélanger les couleurs comme je le voudrais, puisque voilà, dans le cas de l'exemple du cuivre et de l'argent, je peux mettre un tout petit peu d'argent dans le cuivre, je peux mettre un tout petit peu de cuivre dans l'argent, mais je peux pas faire un matériau 50-50 cuivre-argent selon ce que la thermodynamique me précise. Donc, comme pour l'huile et l'eau, est-ce que je peux faire en sorte de tricher? Les chercheurs aiment bien s'arranger pour faire à la nature ce qu'elle rechigne à faire spontanément. Donc, on va essayer de se donner les moyens de comprendre comment assembler ces matériaux-là pour créer de nouveaux matériaux et leur conférer des propriétés particulières. Alors, je commence par le calcul de Cantor, le métallurgiste, hein, qui avec Yee a proposé les alliages de haute entropie, et pas le mathématicien qui a bossé sur les transfinis. Si je prends ces éléments, un nombre C d'éléments du tableau périodique, parmi 60 sur l'ensemble des éléments existants, parce que ceux-là, ils sont faciles à obtenir et on peut faire des choses entre eux, eh bien, si je fais le calcul du nombre de matériaux que je peux inventer en supposant que les propriétés évoluent typiquement tous les 0,1%, ce qui est un chiffre dont on va débattre juste après, eh bien, le calcul montre que je peux atteindre un Google, c'est-à-dire 10 puissance 100 possibilités, alors qu'il n'y aurait que, d'après ce que nous disent voilà, les gens de l'univers, que 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, ça montre simplement que le nombre de matériaux possibles qui restent à inventer est à peu près infini. Donc, alors le 0,1%, vous voyez que si je commence à travailler sur du silicium dopé, sur les aciers, sur des composites à seuil de percolation, il est pas ridicule de partir sur un nombre de ce type-là. Alors, on peut discuter de sa valeur, mais en gros, on peut avoir des matériaux dont les propriétés évoluent fortement avec de petites variations de composition. Alors, il y a un matériau en particulier qui est intéressant pour ça, et il est constitué de 65% d'oxygène en poids, hein, je précise bien, et de 18% de carbone, un peu d'hydrogène, de l'azote, et puis après plein d'autres éléments, du calcium, du phosphore, etc. Et ben, ce matériau, c'est nous. Voilà, on est un matériau un peu compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le 0,1%, si je prends les 20 à 80 grammes de sélénium qui nous constituent et que je les supprime d'un individu lambda, eh bien, j'observe une carence qui fait qu'on a une fatigue importante, une humeur changeante, des douleurs articulaires, une faiblesse musculaire. Donc, les propriétés du matériau évoluent fortement. Voilà.
Et à cette période de l'année, comme tout le monde est un peu malade, je pense que vous voyez tout à fait ce que je veux dire, hein. Donc voilà, essayer de manger du sélénium, c'est important. Alors, aujourd'hui, il y a quelques exemples de matériaux à l'étude que je liste comme ça. Alors justement, je voulais pas faire de grandes listes de ce que seraient les matériaux du futur. Je pense que ça présente pas grand intérêt, puis je me tromperai certainement. En revanche, voilà, il y a des choses sur lesquelles on travaille beaucoup actuellement. Donc, les alliages de haute entropie, on en a parlé. Les Metal Organic Framework, qui sont ces espèces de molécules là-bas avec un cœur métallique qui permettent, par exemple, de proposer de stocker de l'hydrogène, de faire des réactions catalytiques, etc. Vous avez aussi les métamatériaux qui bon, là, permettent de changer les indices des milieux en les rendant négatifs, par exemple. Vous allez avoir les isolants topologiques, qui sont des matériaux conducteurs en surface, mais isolants à cœur. Alors là, tous les jours, on est en train de faire des découvertes assez impressionnantes dans ce domaine-là. Les polymères dégradables, on en a parlé, hein, les plastiques voilà, ont été évoqués, mais effectivement, quand ils se dégradent, c'est mieux. Les matériaux hiérarchiques, évidemment, donc l'os en fait partie. J'ai donné ça comme exemple, avec toute une structure multi-échelle qu'il faut étudier. Les matériaux bio-inspirés, etc. Et puis même la maïzena. Alors, je parle de la maïzena parce que c'est un fluide rhéologique très particulier. Et si vous vous intéressez à ce qui se passe quand vous tapez dedans, eh bien, vous pourrez comprendre, vous aurez la réponse dans le bouquin du CNRS qui va sortir prochainement, qui s'appelle Étonnants matériaux. Voilà, et je vous invite à l'acheter pour avoir la réponse. Donc, voilà. Alors, un nouveau matériau peut être un matériau qui ne figure pas dans la liste des matériaux connus. Par exemple, le LaH6, c'est l'hexahydrure de lantane, c'est un supraconducteur à pratiquement la température ambiante. C'est un matériau qui a été prédit par DFT, mais on ne sait pas le fabriquer parce que pour le synthétiser, il faudrait monter à des pressions que l'on ne sait pas atteindre aujourd'hui sur Terre. Donc voilà, donc on ne fait pas de LH6 en pratique, mais c'est un nouveau matériau. C'est peut-être un matériau existant, mais dont les propriétés sont utilisées dans un nouveau domaine d'application. Donc voilà, le tellure d'antimoine, c'est un composé qui est utilisé pour la thermoélectricité, mais dont on a découvert les propriétés d'isolant topologique récemment et qui pourrait trouver de nouvelles applications dans ce domaine. Et puis la notion de nouveauté est relative. Par exemple, pour les chercheurs que nous sommes, le graphène qui a été découvert en 2004 par Gahem et Novoselov est théorisé dès 1947, n'est plus considéré comme un nouveau matériau, même s'il y a encore des développements importants sur ce matériau-là. Mais disons que dans la communauté des chercheurs, voilà, dans la communauté des chercheurs, on sait ce que c'est que le graphène. Donc on considère que voilà, 20 ans plus tard, le graphène c'est connu entre guillemets. Alors, je suis dans le mauvais sens. Voilà. Alors, pour s'intéresser aux matériaux, on a besoin de trois outils essentiels. Le premier que j'ai pris totalement au hasard, qui est le tube qui est à l'Institut Jean Lamour à Nancy, qui est un outil qui nous permet voilà, de s'intéresser à des matériaux déposés en film mince. Donc c'est un outil qui fait 70 mètres de long et qui voilà, permet de travailler sous ultravide, c'est-à-dire dans des conditions de propreté importantes, puisqu'une surface se contamine en une seconde si on l'expose à un vide déjà d'un milliardième de bar. Donc là, on est quelque part en pression à ce qu'on peut trouver à mi-distance entre la Terre et le Soleil. Et dans ces conditions-là, on a un peu le temps de travailler sur les surfaces. Donc on doit à Daniel Pierre, qui a eu le cristal du CNRS en 2018, la construction de cet outil qui permet justement de faire de la synthèse de matériaux. Donc on a besoin d'expérimentation. On a aussi besoin de théorie. Alors, décidément, ça ne veut pas avancer dans le bon sens, mais c'est pas grave. On a besoin de simulation et donc on peut disposer d'ordinateurs pour résoudre l'équation de Schrödinger et comprendre les interactions à l'échelle atomique entre les différents constituants d'un matériau donné. Donc, cette partie-là est absolument essentielle dans le développement des matériaux du futur. Et enfin, depuis peu,
depuis déjà quelques temps, on dispose de l'intelligence artificielle qui est une manière de produire de la connaissance sans raisonnement. Donc ça, c'est un paradigme un peu nouveau, hein, un peu à l'instar de ce qui s'est passé quand Freud nous a parlé d'inconscient dans le domaine de la psychanalyse. On est aujourd'hui à un moment où on voit apparaître des outils qui chamboulent un peu la donne dans la vitesse de transfert entre ce que l'on était capable d'imaginer en matière de matériaux et ce que l'on est capable de transférer. Et donc ça, évidemment, ça tourne à plein régime en ce moment et on va s'intéresser un petit peu à ça par la suite. Alors, on a un certain nombre de difficultés quand même quand on parle de nouveaux matériaux, c'est que la découverte d'un nouveau matériau, même plus performant, n'implique qu'assez rarement son utilisation par l'industrie, parce que l'industrie a investi dans des procédés de fabrication qu'il faut les amortir et qu'il n'est pas toujours évident qu'elle choisisse de changer ses procédés pour ça. Il y a aussi un autre exemple, par exemple, c'était la mise en place de la fibre optique, hein. Les Français étaient remarquablement forts dans la fabrication de fibres optiques à très haut niveau de transmission, et c'est les Japonais qui ont conquis le marché avec des fibres de bien plus mauvaise qualité, mais bien moins chères. Donc voilà, on n'utilise pas nécessairement les matériaux les plus performants. La deuxième difficulté, c'est que tous les matériaux découverts ne sont pas nécessairement synthétisables. C'est l'exemple du LHX dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. La troisième difficulté, c'est le changement d'échelle de production. À chaque fois que vous passez du laboratoire à un pilote et à l'industrie, vous avez des vrais problèmes techniques qui peuvent apparaître, d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre. Et c'est le cas, par exemple, lorsque vous avez des compositions très précises à aller chercher, lorsque vous allez vous intéresser, par exemple, à la catalyse à un seul atome, comme c'est en cours d'étude actuellement, la fabrication additive, etc. Il y a toute une série de domaines dans lesquels le transfert industriel peut être compliqué. Quatrième difficulté, certains nouveaux matériaux n'ont rien de nouveau. Ils ont simplement disparu de la connaissance collective où ils requièrent des procédés que l'on maîtrise plus. Donc, on l'a vu un peu à la faveur de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, hein. Voilà, ça fait partie des choses que l'on voit. Nous, à Nancy, on est sensible à ça à raison de l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, puisqu'on a eu un débat public dont l'objectif était de savoir comment est-ce qu'on ferait pour que dans 100 000 ans, on sache qu'à Bure, il y avait des déchets enfouis à cet endroit-là. Donc, c'est un vrai problème de transmission de la connaissance. Et donc, la meilleure solution qui a été retenue, c'était de construire une pyramide. Donc, bon, ça vaut ce que ça vaut. J'y crois pas beaucoup, mais en tout cas, ça peut faire. Voilà, c'est la solution la plus crédible que l'on ait aujourd'hui. Et puis, cinquième difficulté, la structure, et ça a été dit, la structure, les interfaces ou les défauts d'un matériau contrôlent parfois ses propriétés. Donc, c'est l'exemple des structures de truss, de la spintronique pour les interfaces, des cristaux non linéaires pour l'optique, etc. Donc, il faut prendre ces matériaux avec leur complexité à toutes les échelles. Alors, un exemple de ce que je raconte, c'est le graphène. Bon, il y a eu le flagship sur le graphène qui a fait l'objet d'un investissement voilà, important, hein, d'1 milliard d'euros sur 10 ans, qui a conduit d'ailleurs à un succès assez relatif de ce qu'on était capable de faire sur ce matériau-là, sachant que Samsung, en 2010, avait réussi à proposer de réaliser 1 mètre carré de graphène pour des applications liées à la production de ces écrans. Et donc, on voit que la fabrication d'un matériau donné dispose sur une technologie et des savoir-faire qui sont extrêmement importants. Et la perte de ces savoir-faire, c'est une catastrophe. Donc, il faut absolument maintenir les savoir-faire, il faut absolument rester en compétition sur l'élaboration de certains matériaux pour pouvoir passer à la génération d'après. Et on voit bien qu'il n'est pas si facile que ça pour la Chine, par exemple, de s'approprier tous les développements qui ont eu lieu dans le domaine de l'électronique. Donc, ça requiert des années et des années de pratique. Et ces savoir-faire-là, par exemple, on sait quels sont les meilleurs endroits sur la planète où se fournir avec un substrat de GAN, de saphir, de ce qu'on veut sur des grandes dimensions et ainsi de suite. Donc ça, ces savoir-faire-là, ils sont absolument essentiels et ça met du temps pour être pérennisé.
Alors, je vais passer rapidement sur ce point-là parce qu'on l'a déjà évoqué. Bon, là, je donne l'exemple du cobalt, qui est un élément qui n'est pas critique en Europe, mais qui est stratégique. Il est critique dans le sens où on n'en a pas, tout simplement, mais il y en a dans le monde. Et pour l'instant, on peut en récupérer, sauf que ça pose toute une série de problèmes. Ça pourrait poser toute une série de problèmes si d'un seul coup, les producteurs, et la Chine notamment qui raffinent, décidaient de fermer les vannes. Donc l'accès aux matériaux de base, aux éléments de base, c'est quelque chose dont on a déjà parlé et qui est effectivement stratégique pour l'avenir, le futur des matériaux. Alors, je passe sur le cuivre et le nickel, hein. Et puis, il y a des solutions en demi-teinte. Recycler les matériaux, c'est indispensable, on l'a vu, ça a été dit également, mais c'est largement insuffisant pour certains. S'ajoutent des difficultés de cours du marché et d'éducation surtout, hein. Il faut toujours mettre la canette de coca dans la bonne poubelle, sinon elle part Dieu sait où. Et puis, par exemple, vous avez l'exemple des batteries au plomb. Alors, le plomb, les batteries au plomb se recyclent à 100% pratiquement, un tout petit peu moins. Donc, si vous voulez fabriquer une nouvelle batterie, vous pouvez recycler du plomb. Et le problème, c'est que quand le plomb coûte cher, on va bien recycler, mais quand il coûte pas cher, on va acheter du plomb neuf. Et si on trace l'évolution des batteries, du recyclage du plomb pour les batteries, il suit de manière totalement conforme le prix du plomb au cours du temps. Donc on a deux courbes qui se superposent parfaitement, ce qui n'est pas bon signe quand même. Donc ça veut dire que la notion de recyclage est quand même tributaire de la manière dont les marchés évoluent. On peut également substituer les métaux critiques par d'autres qui le sont moins, mais on a une perte d'efficacité, donc de compétitivité, ça les gens le savent bien. Et puis on peut aussi apprendre à s'en passer, mais là c'est l'acceptabilité sociale qui est encore faible. Et puis il y a des questions de suprématie nationale qui sont derrière, qui font que ça n'est pas toujours évident non plus. Alors, il existe de nombreuses stratégies possibles pour inventer de nouveaux matériaux. La première, c'est commercial, c'est-à-dire qu'on va farder un matériau pour le rendre nouveau. Alors, par exemple, les poêles à frire, hein, vous savez qu'en ce moment, il y a une petite polémique autour de l'abandon du PFOA au profit du GenX, qui est un matériau qui contient de toute façon du fluor parce qu'on ne sait pas faire autrement pour que ça glisse. Et ce composé, ben, en fait, pour l'instant, il est en cours d'analyse pour démontrer qu'il est effectivement toxique, mais en attendant, on continue à vendre des poêles à frire. Donc, ça, c'est une première stratégie. La deuxième, c'est le biomimétisme. Donc, vous pouvez vous inspirer de, par exemple, un petit scarabée. Alors, c'est fascinant tout ce qu'on a réussi à sortir d'un scarabée sur la manière dont on peut tisser, dont il tisse sa kératine pour qu'elle soit plus ou moins dure en fonction que ça se passe sur la corne ou sur la carapace et ainsi de suite. Il a des élytres qui sont microstructurés. Ça permet de récupérer de l'eau dans le désert. Et donc, on a transposé toutes ces idées-là sur des applications. C'est absolument vertigineux. Moi, je trouve ça très, très joli. Après, il y a le fait de découvrir de nouveaux effets physiques ou chimiques sur les matériaux. Donc, par exemple, il y a eu le prix Nobel en 2023 sur les quantum dots, hein, donc, c'est vraiment quelque chose qui illustre de nouveaux effets de confinement quantique dans ce cas-là. Il y a tous les travaux qui repartent sur la supraconductivité actuellement, qui sont également très importants parce qu'on est capable d'atteindre des résolutions temporelles aujourd'hui voilà, suffisamment fines pour aller réinvestiguer les mécanismes à l'œuvre dans les paires de Cooper, etc. Vous avez donc les isolants topologiques où là, pratiquement tous les jours, vous avez un nouvel effet qui apparaît, enfin, etc. Et puis, vous avez également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les structures, les défauts et les interfaces qui peuvent être modulées pour pouvoir fabriquer ces nouveaux matériaux. Vous pouvez jouer sur la structure, en la hiérarchisant, etc. Enfin, il y a beaucoup de solutions possibles. Mais il y a une voie majeure aujourd'hui privilégiée pour pouvoir faire ça, c'est d'utiliser les intelligences artificielles. Alors, sur ce point, en France, on a lancé un programme prioritaire de recherche qui s'appelle le PEPR Diadème et qui est constitué de 17 projets ciblés qui sont présentés ici. Et donc, il vise voilà, à créer des matériaux compatibles avec la transition énergétique, donc ils sont effectivement plus performants, plus faciles à recycler, plus sobres en ressources, plus durables, safer by design, comme on le dit en bon anglais, c'est-à-dire on améliore le rapport bénéfice-risque d'une innovation dans l'ensemble de son cycle de vie, etc. Alors, il y a un matériau sur lequel on ne s'est jamais trop penché, je pense qu'il y aurait peut-être des choses intéressantes à faire, c'est la neige.
Si on pouvait remplacer la neige par un matériau qui évite de chauffer dans le désert, enfin de refroidir dans le désert et donc de chauffer par ailleurs, pour skier, ça pourrait être intéressant. Donc là, il y a peut-être une marge de progrès à faire et demander à une intelligence artificielle par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer la neige. C'est un travail qui reste à faire, je pense. Alors, en parlant d'intelligence artificielle, justement, il y a des initiatives, voilà, aux États-Unis, comme vous le savez, avec GNOME. Alors là, j'ai pris que l'exemple américain. J'ai quand même cité, voilà, Altrove en France, qui est, voilà, une de nos licornes. Mais vous allez avoir aux États-Unis, voilà, des gens comme, enfin, des groupes comme GNOME, Google Research avec les Berkeley Labs, Microsoft avec le PNNL, etc. Et donc, ces groupes-là travaillent sur la production de nouveaux matériaux par millions, comme ils l'annoncent dans dans des effets d'annonce de ce type. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut foutre de millions de nouveaux matériaux entre nous, hein. La difficulté de base, c'est de les caractériser. Ça a été dit 20 fois ici. Donc, produire 2 millions de nouveaux matériaux, si j'en garde que ne serait-ce que 1000, aller caractériser les propriétés de 1000 matériaux du jour au lendemain, comme ça, c'est quand même un sacré effort. Donc voilà, la découverte des nouveaux matériaux par des intelligences artificielles nécessite tout de même à un moment donné d'aller vers la propriété. Et donc ça, il y a plusieurs façons de le faire. Et donc, il y a quand même une question sur la méthode d'optimisation pour passer d'une population aussi large de prédiction de nouveaux matériaux à quelque chose qui soit plus centré et plus testable dans des délais humains. Et donc, la question que je vois apparaître dans la littérature, alors je sais, moi, je suis pas capable de vous dire si c'est pertinent ou pas, mais on voit apparaître quand même quelques personnes qui s'interrogent sur l'efficacité des grands modèles de langage dans ce cadre-là. Ça nous permet effectivement de prédire des nouveaux matériaux, il n'y a pas de souci là-dessus, mais est-ce qu'il n'existerait pas d'autres formes d'intelligence artificielle plus avancées, enfin plus pertinentes, on va dire, à la fois pour évaluer précisément les matériaux que l'on pourrait créer, mais également leurs propriétés simultanément. Et donc, le couplage avec la DFT pourrait se faire non pas a priori pour compléter, pas seulement en tout cas, a priori pour compléter les bases de données dans les zones que l'on veut étudier, mais plutôt a posteriori pour aller chercher les propriétés dont on a besoin pour des applications données. D'accord. Alors, je vais essayer d'illustrer un peu ça parce que ce que j'étudie aujourd'hui avec un certain nombre de collaborateurs, et on s'intéresse à des hétérostructures polyélémentaires, et ce qui permet d'aller jusqu'aux alliages de haute entropie. Donc, en fait, l'idée de base, c'est de prendre des éléments, de les mélanger à l'échelle nanométrique et de voir un peu ce qui se passe en matière de structure. Donc, on peut faire, par exemple, à l'échelle nano, des verres métalliques, des alliages, des intermétalliques, des multiphases, et puis toutes sortes de structures bizarroïdes, des structures Janus, des structures Korshell, enfin cœur-coquille, des structures framboises. Alors, j'ai pas tout cité, mais il y a toute une façon d'organiser la matière à l'échelle nanométrique qui est absolument fascinante et qui répond souvent à des règles thermodynamiques. Et je vais en reparler. Donc, si on commence à s'intéresser aux alliages de haute entropie avec 5 éléments, voilà, à partir de 2004, on en était sur la partie gauche du diagramme qui est fourni. Et puis, vous voyez qu'en 2021, on était à 15 éléments mélangés à l'échelle nanométrique pour essayer de comprendre comment on pouvait fabriquer des matériaux multi-constitués. Et je crois qu'aujourd'hui, le record, c'est 24. Hein, donc voilà, on arrive à mélanger jusqu'à 24 éléments en même temps à l'échelle nanométrique et à essayer de comprendre quelles sont les propriétés de ces bidules qu'on fabrique. Hein. Donc voilà, l'objectif, c'est d'aller voir ce qui se passe. Alors, il y a des chimistes qui bossent bien quand même hein, sur cette planète, c'est assez impressionnant. Donc, ils ont commencé à s'intéresser justement aux structures élémentaires formées à partir de 1, 2, 3, 4, 5 éléments et fabriqués dans des nanoréacteurs obtenus par des gouttelettes liquides déposées par des pointes d'AFM sur des surfaces chauffées à des températures typiquement de l'ordre de quelques centaines de degrés. Et quand vous faites ça, vous obtenez voilà, une bibliothèque de nanostructures qui sont à l'équilibre thermodynamique lorsque vous mélangez un, 2, 3, 4 éléments, etc.
Et donc, si vous prenez l'exemple du cuivre-argent dont je vous avais parlé au début, donc qui ne se mélange pas, ben vous voyez qu'il ne se mélange toujours pas. Vous obtenez dans ce cas-là une structure Janus avec un côté argent et un côté cuivre, sans mélange dans ce cas. Alors, comme ils ne sont pas en reste, les chimistes d'innovation, eh bien, ils nous ont proposé de commencer à essayer de mélanger le cuivre et l'argent de manière efficace. Et pour ça, donc, ils se sont dit, ben, il faut qu'on trempe la structure que l'on forme à haute température pour essayer de la figer dans un état donné et maintenir, par exemple, un mélange entre le cuivre et l'argent. Et donc, ils partent d'un substrat en carbone. Il y a deux électrodes de cuivre. On fait passer un courant, on monte en température pendant 55 millisecondes et on arrête tout. Et on arrive à des vitesses de trempe de 10 puissance 5 Kelvin par seconde. Alors, c'est assez élevé, mais c'est très loin du record du monde, hein. On va reparler après. Donc, si on fait ça, par exemple, avec des éléments comme ceux qui sont listés sur la droite, voyez que lorsque vous changez la vitesse de solidification, eh bien, vous allez avoir toutes sortes de structures possibles, intermétalliques, mélange de solutions, verre métallique, etc. Et donc, on est capable de refabriquer des alliages de haute entropie à l'échelle nanométrique grâce à des procédés de ce type-là. Donc, voilà, il faut qu'on aille assez vite. Mais on n'a pas résolu tous les problèmes. Alors nous, on s'est intéressé au cas de l'or et du fer, qui est un cas très, très classique. Et les chimistes nous expliquent qu'il y a un diagramme thermodynamique à basse dimension qui est complexe parce que la structure stable dépend non seulement de la température, mais de la taille et de la composition. Donc à chaque fois que vous fabriquez une nanostructure, par exemple de type cœur-coquille, elle est souvent thermodynamiquement stable si vous n'avez pas pris soin de travailler dans des conditions où vous pouvez vous assurer qu'elle ne satisfait pas les conditions de l'équilibre. Et donc, ce que l'on cherche à faire, c'est de fabriquer des solutions qu'on ne retrouve pas dans ces diagrammes de phase et qui ne sont pas les solutions que les chimistes ont pu identifier lorsqu'ils étaient proches de l'équilibre. Et donc, pour ça, on va utiliser soit des lasers, soit des décharges électriques, des plasmas, pour pouvoir essayer d'accroître les vitesses de trempe et de travailler dans des conditions qui sont fortement hors équilibre thermodynamique. Alors, lorsqu'on veut faire de l'or amorphe, on va tremper l'or à des températures de 10 puissance 14 Kelvin par seconde. Alors ça, c'est le record du monde. On ne sait pas faire bien plus vite que ça. Pour obtenir un résultat comme ça, il faut évacuer la chaleur à très grande vitesse. Donc c'est pour ça qu'il y a des gros blocs de part et d'autre des électrodes qui sont en or ici, pour pouvoir récupérer la chaleur très très vite. Et à ce moment-là, on est à 10 puissance 14 Kelvin par seconde. Lorsqu'on fait, par exemple, une décharge dans de l'azote liquide entre deux électrodes pointes, on crée une bulle de gaz, qui est la bulle de plasma, et on va mélanger de l'or et du fer en phase gazeuse, et on va attendre que ça condense pour former un alliage or-fer. On va essayer de former un alliage or-fer. Alors, quand on fait ça, on se rend compte d'un certain nombre de problèmes. C'est que, en réalité, comme on est dans une phase gazeuse, on n'a pas ces gros blocs de masse qui extraient la chaleur et qui permettent de descendre très rapidement en température. On est toujours limité par le fait de devoir sortir la chaleur latente du système. Et ça conduit au fait que c'est très compliqué d'arriver à atteindre les vitesses de trempe que l'on peut théoriquement atteindre dans ces conditions-là, c'est-à-dire typiquement entre 10 puissance 9 et 10 puissance 12 Kelvin par seconde. Néanmoins, une façon de contourner le problème, c'est de mettre en contact cette phase gazeuse avec des électrodes, avec les électrodes elles-mêmes, qui, lorsque les particules frappent les électrodes, évacuent leur chaleur à grande vitesse. Et en faisant ça, on arrive à obtenir des vitesses de trempe qui sont suffisamment importantes. Et comme pour l'eau et l'huile, si je veux d'abord mélanger l'or et le fer, vous voyez que spontanément, quand on regarde ce qui se passe dans ce cas-là, vous voyez que si je mets une particule d'or en contact avec une particule de fer, eh bien, elle ne se mélange pas spontanément. C'est encore plus flagrant. Euh, Bref, voilà, elles ne se mélangent pas. Et si on veut qu'elles se mélangent, il faut les agiter.
Et comment on les agite? Eh bien, quand on fait des plasmas suffisamment intenses, on a des centaines d'ampères qui passent dans des micro-volumes. Et grâce à ça, on crée un champ magnétique très important et on met tout ça en rotation à grande vitesse et on mélange les deux éléments ensemble. Et à partir de là, une fois qu'ils sont micro-mélangés, on peut les tremper en évacuant la chaleur suffisamment vite. Et donc, on arrive à fabriquer des structures qui sont complètement en rééquilibre avec voilà, des solutions qui contiennent 56% d'or dans le fer, par exemple, comme ça peut être vu dans ce genre de choses. Alors après, on peut complexifier le système. On peut commencer à rajouter du lantane, par exemple, pour fabriquer des structures de type perovskite avec des oxydes en oxydant la structure a posteriori, de façon à avoir un élément comme l'or qui va permettre de générer du confinement quantique en contact avec une perovskite de type fer-lantane. Donc, on peut avoir des propriétés optiques très intéressantes dans ce cas-là. Alors, du coup, nous, on s'intéresse à ça. On s'intéresse aux propriétés optiques, notamment des métaux, ce qui n'est pas toujours, voilà, ce qui est pas toujours évident a priori, mais on est capable, par exemple, d'avoir des sondes thermiques qui peuvent être suivies par leur émission optique lorsqu'on les illumine par des lasers, par exemple femtosecondes. Et puis, on va observer des changements d'émission de ces particules-là en fonction de la température, lorsque la transition de phase se fait pour retourner vers un état d'équilibre. Et lorsque cet état d'équilibre s'opère à une température de transition donnée, l'émission optique, enfin photonique de la particule change, et donc on arrive à identifier précisément la température de transition à une échelle de quelques nanomètres. Voilà, alors je vais conclure cette présentation en donnant quand même mon ressenti après deux conférences auxquelles j'ai participé l'année dernière et j'ai entendu des choses très intéressantes. Alors j'étais au réseau des plasmas froids voilà, à Carry-le-Rouet en octobre 2024. Et on a eu un très bel exposé de Faustine Cantaloubé qui travaille à Grenoble sur le thème des exoplanètes à la Terre, l'astrophysique face à la crise environnementale. Et donc, elle se posait la question, alors ils avaient fait des gros efforts dans leur laboratoire, comme on a pu essayer d'en faire également à l'Institut Jean Lamour, pour économiser 15% de CO2 voilà, chaque année, en prenant un peu moins l'avion, etc., et un peu plus le train. Mais elle nous disait, ben maintenant, il faut qu'on change de dispositif et l'achat d'un nouveau télescope, c'est plus 225% de CO2. Et donc, ils avaient des états d'âme pour savoir s'ils devaient franchir le pas ou pas d'acheter ce nouveau télescope dont l'impact écologique était loin d'être négligeable. Et la même année, donc un peu plus tôt en juillet, je participais à une autre conférence qui s'appelle le World Materials Forum, qui avait également lieu à Paris. Et donc il y avait une intervention d'un monsieur qui s'appelle Robert Friedland, qui est le chairman de Ivanhoe Mining électrique aux États-Unis. Et ce monsieur est l'un des plus gros producteurs de métaux au monde. Et ce qu'il déclarait en substance, parce que j'ai traduit son anglais en français, c'est que la transition énergétique n'aura pas lieu. L'essentiel des métaux produits actuellement servent et serviront aux industries de l'armement. Euh, alors, je pense que c'est pas forcément complètement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus, hein. Et vous voyez par exemple que le budget de la France a été augmenté pour pouvoir atteindre les 2% d'objectifs que l'Europe souhaite voir atteindre par la France dans ce domaine-là. Donc, on a un budget qui augmente dans le domaine qui a été voté, hein, 413 milliards de 2024 à 2030. Donc, c'est vrai que quand on met en parallèle ce discours-là avec le précédent, où on se pose des états d'âme pour 225% d'augmentation sur l'achat d'un télescope, voilà, il y a peut-être deux poids, deux mesures. Et donc, le scientifique que je suis a des idées sur ce que peuvent être les matériaux du futur, mais le citoyen que je suis en a peut-être d'autres également, qui ne sont hélas pas forcément tout le temps compatibles. Donc voilà, je voulais conclure avec ça en vous disant que le futur des matériaux, c'est ce qu'on en fera. Et vous et moi. Et donc, à partir du moment où on aura pris conscience de l'importance que ça représente pour nos enfants, eh bien, on ne fera pas forcément les mêmes choix que ceux que l'on aurait fait si on était détaché de tout contexte, voilà, à la fois en matière de disponibilité de matériaux, de procédés, etc. Voilà, avec ça, je vous remercie pour votre attention.